Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Vous êtes sur la chaîne Bakambi TV. Bakambi TV est une chaîne nouvelle qui s'est lancée sur YouTube. Elle reste aussi une radio, Bakambi Radio. Nous avons aujourd'hui, euh, je dirais, le plaisir et la chance de recevoir Monsieur Guy Mafimba Motoki. Monsieur Guy Mafimba est un acteur, on va dire, politique, mais surtout un analyste politique en France. Il est très actif sur les réseaux sociaux, mais il est aussi très actif sur la place de Paris et aussi au Congo-Brazzaville. Monsieur Guy Mafimba Motoki, bonjour. Bonjour, Monsieur Kaïs Ebelebe. Bonjour et merci en tout cas pour votre invitation et surtout par rapport à ce nouveau concept. J'ai eu déjà l'occasion, suite à l'ancien concept, on va dire, et là, je suis très, très heureux pour votre invitation. Merci en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de venir sur le nouveau concept qui fait qu'on soit derrière l'écran et puis vous êtes devant. Mais ça n'empêche pas qu'on va échanger et que vous allez, comme je vous connais, fin connaisseur de la politique, vous allez répondre à nos questions. Nous allons parler actualité, on va parler politique, mais on va aussi parler de l'actualité au Congo, l'actualité de ce qui se passe un peu en Ukraine avec l'établissement d'un nouveau ordre mondial. Moi, je vais commencer d'abord déjà, M. Mafima, c'est un peu de la tradition que vous essayez de nous présenter en quelques mots exactement qui vous êtes, parce que tout le monde vous connaît, mais vous êtes à la fois, vous avez plusieurs casquettes. Donc, si vous pouviez résumer pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui vous êtes. Ben, écoutez, Guy Mafima, comme un Congolais, je suis résident actuellement en France, disons plutôt en exil. J'ai dû quitter le Congo en 2015. Exil politique ou exil économique, les deux à la fois? Exil politique. J'avais pris la responsabilité de repartir chez moi en 2009 au Congo. Malheureusement, les événements ont fait en sorte que je puisse quitter encore en 2015, presque exfiltré, suite aux menaces qui pesaient sur mes engagements à la fois politiques et mon opinion publique. Et donc, je suis marié, père de famille, 5 enfants. Et je suis mon engagement politique, c'est-à-dire je suis le représentant de la fédération FROCAD IDC composante J3M. Je suis en même temps le représentant personnel de M. André Okombi Salissa, ancien ministre plutôt, et surtout prisonnier politique actuellement. Et donc, voilà brièvement présenter ma modeste personne. D'accord. Alors, je me dis, vous avez parlé de M. Okombi Salissa et on ne peut pas dissocier M. Okombi Salissa et M. Mokoko, mais tout en sachant qu'il y a plusieurs prisonniers politiques qui sont au Congo, notamment la jeune chancelière. Aujourd'hui, personne n'en parle. C'est incroyable. On ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lui reproche. Le cadre vous contacte souvent, c'est vous qui savez le relais avec le cadre aussi. Est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui du dossier de la jeune chancelière? À travers l'ONG que gère M. Trésor Zila et puis d'autres membres de la société civile, dont Joe Ebina, nous savons pertinemment que c'est une situation qui, malheureusement, vu la gravité, aurait dû interpeller ne serait-ce que les représentations diplomatiques, la représentation de l'Union européenne, la représentation diplomatique de la France qui a la coopération bilatérale avec le Congo-Brazzaville, d'une jeune femme. Je résume tout simplement dans l'ironie, mais c'est ce qui traduit un peu la réalité. On l'a arrêtée parce qu'on est parti découvrir chez elle, je pense, un stylo, des bouquins, des livres, des cahiers, parce que cette dame est en deuxième année, je pense, au master, et son crime d'atteinte à la sûreté de l'État, cette jeune fille, c'est tout simplement parce qu'elle a été en relation avec un de ses cousins qui est ici, qui lui envoyait de l'argent pour un monsieur qui travaillait pour, on va dire, des travaux de son cousin ou de son oncle qui est à Paris. Et donc, en cela, elle remettait de l'argent à ce maçon, c'est ce qu'on dit, et on est parti l'attraper parce que ce maçon serait lié à des activités politiques. Donc, plus d'une année, ce qui est contraire à toutes les lois de ce pays, plus d'une année, incarcéré à la maison d'arrêt dans les conditions difficiles, et jusqu'aujourd'hui,
personne n'est capable de nous dire exactement ce qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'a donné l'instruction, qu'est-ce qu'a donné les enquêtes. Silence absolu, comme je disais tout à l'heure, de toutes les représentations diplomatiques et surtout du Premier ministre, de M. Sassou Nguesso, de Mme Sassou Nguesso, qui est une mère, et de laisser comme ça croupir en prison une jeune fille d'une vingtaine d'années. C'est la nature de ce régime. Et souvent, les gens sont surpris lorsque nous sommes très durs à l'égard de ce régime. C'est pour montrer à quel point ces gens sont inhumains et ce sont des criminels. Parce que ce qui se passe, c'est un crime. C'est un crime. Et j'attire en plus l'attention de Mme Inefer, comment elle s'appelle, Ingali, qui est celle qui s'occupe de la promotion de la femme. Mais elle a fait voter la fameuse loi Mouebara sur les violences faites aux femmes. Mais c'est une violence faite à une jeune fille. Parce qu'une année après, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a dans le rapport. Il y a un souci. Donc voilà un peu ce que je sais de cette dame. Mais ça ne me surprend pas, c'est la nature de ce régime. D'accord. Alors, vous avez évoqué aussi, vous avez évoqué le cas de cette jeune qui est en prison. Il y a aujourd'hui 2 prisonniers politiques, on va dire célèbres, hein, comme il y a eu Mandela. Vous avez le général Moukoko, qui lui se retrouve en prison, lui, face à la foule. Est-ce qu'aujourd'hui, le général a été abandonné par les Congolais? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Aujourd'hui, si vous faites un sondage au Congo-Brazzaville, oui, même à l'extérieur, et si vous demandez aux Congolais quel est celui qui est capable effectivement de relever les défis qui se posent à notre pays aujourd'hui, on vous dira c'est le général Moukoko. Les Congolais n'ont pas abandonné. Mais en même temps, nous devons tenir compte d'un certain nombre de contextes. D'un certain nombre de contextes, dont celui de Brazzaville, nous avons un régime hyper répressif. Évidemment, on peut dire que les Congolais n'ont pas le courage d'autres peuples et autres. Mais vous savez, les dynamiques dans l'histoire évoluent d'une manière ou d'une autre. Hier, le Congolais était très courageux et aujourd'hui, on sent une certaine léthargie. Les Congolais n'ont pas oublié le général Moukoko ni André Okobi Salissa. Les Congolais ne les ont pas abandonnés. Je pense que, et je crois que, tout simplement, il y a un travail qui se fait, tant au niveau de Brazzaville qu'au niveau d'ici. Au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, on va dire, c'est la fédération qui est en première ligne, hein, la fédération Fronca-IDC, composant du GN 3e, avec d'autres forces politiques, dont Paulin Makaya qui est de l'autre côté de chez vous là-bas, qui n'a cesse dernièrement encore à RFI d'interpeller la communauté internationale sur le sort qui est réservé à ces 2 prisonniers politiques. Il y a un travail aussi qui est fait même au sein même du PCT, au sein même du parti au pouvoir, au sein même du système au pouvoir, qui se rendent compte, qui ont compris une chose, c'est que tant que Moukoko et Okombi sont en prison, nous sommes dans cette crise multidimensionnelle qui ne changera pas. Parce qu'ils sont devenus un peu un verrou pour un minimum de crédibilité à donner à ce régime-là, pour un minimum de pistes à ouvrir pour trouver les solutions à notre problème. Ils sont arrêtés depuis 2016, arbitrairement, en dépit de l'avis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces 2 avis qui ont exigé à la fois la libération de ces 2 prisonniers politiques, Moukoko et Okombi, et surtout leur indemnisation. Rien n'a été fait. Ça dit, c'est au niveau international, au niveau multilatéral. Il y a eu l'intervention du partenaire bilatéral du Congo-Brazzaville, notamment la France, qui a demandé la libération. Rien n'est fait. L'intervention à l'intérieur de l'épiscopat, des évêques, enfin bien entendu l'épiscopat, des forces vives de la nation, des partis politiques, rien n'est fait. Mais depuis 2016, qu'est-ce qui a changé au Congo? On s'enfonce de plus belle. Mais nous, à notre niveau, on continue aussi à travailler avec d'autres partenaires bilatéraux, multilatéraux pour demander la libération. Et nous avons conditionné quasiment la libération, l'aide au Congo, l'aide multiforme au Congo, à la libération de ces 2 prisonniers politiques. Mais ça ne se voit peut-être pas comme ça, de manière claire et nette. Mais je peux vous dire que beaucoup de pesanteurs qui pèsent sur le Congo dans la voie on va dire, de développement, ces pesanteurs viennent aussi de cette conditionnalité-là. Et donc, le peuple congolais n'a pas abandonné, non. Le peuple congolais n'a pas oublié, non.
Mais tout est-il qu'il y a un groupuscule au niveau du parti au pouvoir, au niveau du système, qui pense que ces deux personnalités, ces deux compatriotes dehors vont peut-être modifier les rapports de force et autres, ce qui n'est pas véritablement notre fond de pensée. Nous avons toujours privilégié le dialogue, nous continuons à demander le dialogue et nous pensons que leur place n'est pas en prison, il faut les sortir tout simplement pour qu'on puisse trouver ensemble les voies et moyens pour résoudre la crise multidimensionnelle qui se pose à notre pays. Alors, au commis, on a souvent appelé tout bouge. Ajouter à ces, on a parlé de la petite chancelière, les deux prisonniers politiques. Je voulais aussi parler des prisonniers, on va dire des partisans du colonel Tchourou, qui sont toujours en prison. Certains sont en train de mourir à Ouesso, à Dolisie et autres. Qu'on oublie. Je dis aussi le général Dabira, qui pour moi est considéré aussi comme un prisonnier politique. Parce que comment pouvez-vous expliquer que ce monsieur, le général Dabira, qui a été poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État, soit disant qu'on a démontré qu'il voulait abattre l'avion du chef de l'État, qui prend 5 ans, alors que ceux qui n'ont pas touché, qui n'ont pas tiré une seule balle, c'est-à-dire Mokoko et Okombi, prennent... Ils n'ont pas dit qu'ils allaient tirer, qui n'ont même pas prononcé le mot tirer. Voilà. Donc, qui prennent 20 ans. Donc, j'estime aussi que Dabira, le général Dabira, c'est aussi un prisonnier politique. Comme aussi Toumi, qui aussi, parce que depuis qu'ils ont trouvé ces accords de paix entre les partisans de révérend pasteur Toumi et le pouvoir, vous voyez bien que ces accords n'ont jamais été appliqués à la lettre jusqu'au bout. Ce qui revient à dire que tôt ou tard, cette affaire-là va ressurgir. Et le révérend Toumi est toujours là-bas, dans le pool. Il ne bouge quasiment pas. Il est comme dans une prison à ciel ouvert. Donc, nous avons dans ce pays comme ça des gens qui sont censés être des hommes libres, mais qui sont en prison. Qui sont en prison parce que les questions politiques, les questions de légitimité de ce pouvoir, les questions de légalité de ce pouvoir et la dimension répressive de nos pouvoirs fait en sorte que les Congolais sont dans leur grande majorité des citoyens censés être des citoyens libres, mais qui sont dans des prisons à ciel ouvert. Oui. Quand vous parlez de Toumi, certains pensent que Toumi joue le jeu du pouvoir et qu'il est un agent du pouvoir. Parce qu'il n'est pas recherché. Il est prétendument recherché, mais il est librement en circulation. Et il est, vous dites, en ciel ouvert en prison. On a vu les moyens qui ont été déployés par le pouvoir pour en finir avec Ntsourou. Certains Congolais se posent la question, pourquoi ces moyens ne sont pas utilisés pour retrouver Ntoumi? Vous savez, moi, je ne crie pas avec les loups qui connaissent de la chose politique ou de la politique comme anathème, invective ou substitution. Moi, je fais de la haute politique, monsieur Ebelebe. Donc, oui. En cela, Toumi n'a jamais été, n'est pas un agent ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le pouvoir. À chaque fois que le pouvoir a la difficulté de neutraliser un adversaire, automatiquement, cet adversaire devient la cinquième roue de la carotte du pouvoir pour le discréditer, pour l'isoler afin de le capturer. Moi qui vous parle, sur la place de Paris ici, il y a des gens qui ont dit des choses du style que j'ai marché à l'ambassade. Donc, je suis assez quelqu'un d'assez, on va dire, informé et pour comprendre le stratagème. Toumi a toujours combattu ce régime depuis 1998, au sortir de la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement, Toumi a fait le choix, arme à la main, de se battre. Et il s'est battu avec, bien entendu, le soutien de ses partisans et le soutien d'autres Congolais qui sont même dans le système pour qu'ils ne soient pas capturés. Et il a imposé quasiment ce rapport de force pour qu'on arrive à ce fameux accord hybride de paix. Quand vous avez en face un pouvoir, vous dites qu'il est répressif, vous dites que ce pouvoir, je comprends un peu ce que vous dites, il n'écoute que la force. Et, à contrario, vous êtes comme certains leaders politiques, vous demandez un dialogue avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer. Est-ce que ce n'est pas un peu ambigu de vouloir le pouvoir, d'accéder au pouvoir et de demander un dialogue qui vous est refusé depuis des années? Ça peut être perçu.
de cette manière-là, Monsieur Ebelebe. Ça fait être perçu comme ambigu, comme contradictoire, comme aussi une faiblesse. Mais ce n'est pas les trois à la fois. C'est juste la vision des hommes d'État. Parce que l'opposition aujourd'hui est plurielle. Il y a des opposants parmi nous qui sont très radicaux. Hein. Je peux vous dire que pour eux, la seule solution, c'est sans les armes et chasser M. Sassou Nguesso du pouvoir. Et pour trouver les moyens, je peux vous dire aussi que ce n'est pas difficile. Hein. On y reviendra certainement. Le Congo, c'est un enjeu stratégique considérable. Donc, pour trouver les moyens et de mettre ce pays à feu et à sang, on peut le faire. Sassou l'a fait en 1997. Ce n'est pas parce qu'il était extraordinaire. Mais l'opposition est constituée des gens qui sont des hommes d'État. Nous avons connu énormément de troubles dans notre pays, de drames dans notre pays. Est-ce qu'il faut ajouter encore un autre drame à notre pays, c'est-à-dire une véritable insurrection armée ou autre? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Et ce n'est pas contradictoire aussi, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, et parce qu'on pense aussi que en essayant comme ça d'agréger un certain nombre on va dire, de dimensions, la négociation, la pression financière au niveau du régime, la pression diplomatique au niveau du régime, les gens ils peuvent entendre raison. Nous avons eu la conférence nationale en 1990 sans pourtant qu'on puisse tirer un seul coup de feu, M. BDB. Souvenez-vous, tout simplement parce qu'au niveau de la force publique, il y a eu des officiers patriotiques républicains, le général Mokoko qui est en prison, le général Golondele, à l'époque patron des services secrets, et le général Ngolo, paix à son âme, chef d'état-major, qui se sont dit non, le peuple demande la conférence nationale, et ils ont fait en sorte que le courant répressif du pouvoir à l'époque de Sassou ne puisse pas prendre le dessus. Nous avons eu la conférence nationale. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la même situation, sinon pire, M. Ebele. Sinon pire. C'est une ruine abyssale de notre pays. On reviendra d'ici là sur cette affaire de l'accord Rwanda-Kigali, qui est presque la goutte d'eau. Mais notre démarche, c'est un peu celle-là, c'est de dire à toutes les forces vives de la nation, et là, j'en profite de votre micro pour lancer cet appel. L'armée, nous avons toujours connu une armée républicaine. L'armée républicaine, l'épiscopat, les évêques, les églises, les forces politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, doivent aujourd'hui se regarder dans la glace. Quel est l'état de notre pays aujourd'hui? C'est une crise multidimensionnelle. On le dit souvent, ce concept-là, il faut l'expliquer aux Congolais de manière crue. On n'a plus de système sanitaire. On n'a plus de système éducatif. Les Congolais sont dans une misère totale, plus de 90%. Le Congo, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Je viens d'avoir encore les informations, il n'y a plus de carburant. Le Congo, aujourd'hui, est endetté de partout. Le Congo, il n'y a plus. Il n'y a pas ou il n'y a plus? Pardon? Il n'y a plus. C'est rare, mais ce n'est pas qu'il n'y a plus. Il n'y a pas. Bon, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Bon, donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce décor apocalyptique que même eux-mêmes qui sont au pouvoir le disent en des termes crus? Bon, face à cela, est-ce que le petit groupuscule minoritaire, ultra minoritaire, 5% des Congolais, qui continuent à bénéficier de ce système-là, peut penser un seul instant que dans 2 mois, 1 mois, 6 mois, 1 année, cette situation va persister? Non. Non. Donc, pour éviter une implosion, je pense que toutes les forces vives que je viens de citer peuvent prendre l'engagement, comme dans les années 1990, pour contraindre M. Sassou Nguesso et son petit groupuscule de suivre la voie du dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, on y reviendra certainement, dans ce que j'ai toujours appelé le Big Bang géostratégique. Il y a le partenaire bilatéral qui est la France. Ils viennent de connaître une élection là. Il y a les États-Unis, il y a les États-Unis et il y a d'autres partenaires bilatéraux du Congo, comme les partenaires multilatéraux, pensent que ce régime
de Brazzaville est un régime, ils appellent ça même un État voyou. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu dernièrement au sein du département d'État américain. Un État voyou. C'est-à-dire qu'il pousse le régime de Brazzaville soit à se reformer de l'intérieur, soit à organiser ce dialogue, cette concertation nationale, sinon le pousser à la sortie. Donc, ces forces, toutes ces forces, à la fois endogènes et exogènes, convergent pour qu'on arrive à cette solution-là, pour éviter la solution des armes, M. Ebelebe. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire de notre vision, pour éviter, comme j'ai dit, l'approche qui consisterait à dire on n'a plus rien à perdre, il faut aller chercher des armes et chasser Sassou. Et dans une sous-région où en Centrafrique, il y a des armes qui circulent, en RDC, il y a des armes qui circulent. Bien entendu, mais c'est simple, je veux dire, pour mettre ce pays à feu et à sang. 5 millions d'habitants, 342 000 km². Est-ce qu'on a aujourd'hui, on va se permettre encore cela? Je ne pense pas, je ne le souhaite pas, mais j'attire tout simplement l'attention que, à force de pousser, on va arriver à cette situation-là, parce que ces forces-là vont prendre du dessus sur celles, comme nous autres, qui pensent que, en tant qu'homme d'État, il faut voir le Congo de demain et éviter l'implosion. Il faut dialoguer. Alors, dernière question avant d'arriver au Rwanda. Vous parlez un peu, il y a Jean Itadi, l'ancien ministre Jean Itadi, qui dirige un parti, qui dit que les jeunes devraient s'engager un peu plus. On a le président Kolela qui, lui, sur son lit d'hôpital avant l'évacuation, lui aussi disait « Jeunes, engagez-vous et battez-vous pour votre avenir ». Alors aujourd'hui, les Congolais sont un peu perplexes. Qui va succéder à Kolela, qui incarnait encore le changement? Qui va le succéder? Et qui aujourd'hui, pour vous, incarne vraiment l'espoir du peuple congolais pour s'opposer au pouvoir qui est en place? Les propos du ministre Itadi, ouais, ils ont du sens, mais en même temps, il faut relativiser. Lorsque le ministre Itadi et ses amis, j'ai suivi aussi l'interview, se sont engagés, par exemple, pour la chute du CMP, ils avaient des statuts, entre guillemets. C'était des jeunes ministres, des jeunes hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je pense que M. Sassou Nguesso a tiré les enseignements de cela. Il a appauvri les Congolais, il a affamé les Congolais. Ceux qui ont des statuts aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les atalakou. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réveillent chaque matin pour dire Sassou est plus beau, Sassou est le meilleur, ou le PCT et autres. Ce sont les atalakou parce que c'est ceux-là qui rejoignent les cercles ésotériques. Et je vais dire le mot, la franc-maçonnerie. Moi, j'ai fait 5 ans à Brazzaville. Monsieur Ebelebe, si j'avais accepté, si je voulais rouler carrosse, je voulais être ministre, je voulais tout ce que vous voulez aujourd'hui, avoir des maisons à Dubaï, il suffisait seulement que je respecte la feuille de route qu'on m'avait tracée. Rejoindre le cercle ésotérique de la franc-maçonnerie, avec tous les rituels. Je préfère dire le mot parce qu'eux-mêmes le disent aujourd'hui, la sodomie qu'on impose à des cadres, il fallait tout simplement aller au PCT, on me l'a proposé, il suffisait, là où tu étais, voler. Parce que plus tu voles, et plus tu es remercié, monsieur. Donc, voilà aujourd'hui ce que monsieur Sassou a fait. C'est-à-dire faire en sorte que tous les médiocres, tous les incompétents, tous, je veux dire, la majorité, ont rejoint les cercles ésotériques, ont rejoint le PCT, ont été des voleurs là où ils ont été responsabilisés. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui occupent, on va dire, les sphères, dans les statuts, des sphères étatiques. Mais on ne peut pas demander à ces gens-là aujourd'hui de se rebeller ou de contester la gouvernance de M. Sassou Nguesso. Vous dites que M. Sassou a créé un système auquel beaucoup ont adhéré, en sachant que la franc-maçonnerie n'est pas, comme on le dit au Congo, franc-maçonnerie. Dans le monde entier, beaucoup de maçons disent que ce qui se passe en Afrique n'a rien à voir avec ce qui se passe en Occident.
Bien entendu, vous avez parfaitement raison, il fallait faire effectivement cette précision. La franc-maçonnerie au Congo a été dévoyée. Moi, je fréquente ici des cercles maçonniques, pas en étant membre, mais des gens qui sont dans ces cercles maçonniques. Moi, le pays où je suis aujourd'hui, je sais les réformes qui ont été initiées dans ces cercles maçonniques, des réformes pour le bien commun, pour l'intérêt général. Donc, au Congo, ça a été dévoyé, mais à dessein. Parce que à l'époque de Itadi, on y revient, c'était le parti unique, le PCT, qui faisait en sorte que les cadres puissent avoir une ascension sociale. Ce n'est plus le cas. Et ils étaient formés à l'époque. Donc, raison pour laquelle j'essaie d'atténuer un peu la critique de M. Itadi. Et lorsque vous avez dévoyé des jeunes comme ça, ils ne peuvent pas. Ce qui revient à dire que ceux qui peuvent contester la gouvernance actuelle, la ruine du pays actuel, ne peuvent qu'être ceux-là qui n'ont pas accepté cette feuille de route qu'on a tracée à une génération. La mienne... Mais qui sont pour beaucoup en exil. Qu'on pousse à l'exil. Pardon? Que l'on pousse à l'exil. On pousse aussi en exil. Moi, si j'étais à Brazzaville, je serais aujourd'hui mort. Hier, on venait de commémorer ses 3 ans, comme mon frère Augustin Kalakala. J'étais sur la liste des gens qu'on devait liquider. Parce que, grande gueule, parce que je partais mener la contradiction dans les médias nationaux. Donc, ce que M. Itadi a dit, il faut l'atténuer. La majorité de ces jeunes qui contestent aujourd'hui sont en dehors du système. Or qu'eux, ils étaient même à l'intérieur du système, mais ils avaient une capacité d'analyse, ils avaient des statuts qui leur permettaient, bien entendu, de contester. Et là, en disant cela, je ne dis pas que nous sommes dans une fatalité, non. Ceux qui sont en exil, ils sont en exil, mais il y en a qui sont à l'intérieur, qui se battent à l'intérieur, avec courage d'ailleurs, avec tous les risques. Vous voyez les jeunes comme Ndongi et les autres, ils sont nombreux à Brazzaville. Les jeunes du Ras-le-Bol, il y a des gens comme Joe Ebina, qui ne sont pas de ma génération, mais des jeunes qui se battent sur le terrain, au risque et péril de leur vie. Mais ces jeunes-là existent. Mais bien entendu, les mécanismes pour mettre en difficulté ce pouvoir, pour isoler ce pouvoir, ne peuvent plus être les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet et autres. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être à Brazzaville pour, entre guillemets, ce qu'ils appellent émettre des avis subversifs. Au contraire, c'est des avis de conscience nationale. Donc, il faut intégrer cela et dire tout simplement que une fois qu'on a intégré ces paramètres-là, on peut mener le combat politique sans être à l'intérieur parce que l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Alors, ce qui nous amène à notre deuxième partie, hein, c'est principalement le thème principal, on va dire, c'est l'accord Congo-Rwanda ou Rwanda-Congo, selon qui en profite et qui gagnera. Dans l'accord Congo-Rwanda, moi, ce qui m'a interpellé en premier, c'est la réaction des Congolais. Et le ministre Jean Itadi le dit assez bien. La réaction doit être, elle, beaucoup plus en lien avec le fait que ce soit des Rwandais. Donc, est-ce que c'est une forme de réaction un peu, on va dire, entre guillemets, raciste, ou tout simplement parce que le Rwanda incarne, quelque part, une force hégémonique qui a provoqué la colère des Congolais et qui emmène les gens à parler. Pour vous, juste au premier abord, pourquoi les Congolais ont vraiment réagi vivement contre l'accord du Rwanda, la présence du Rwanda au Congo, en sachant qu'en plus, beaucoup de Congolais disent que Kagame incarne un leadership qu'ils aimeraient bien voir au Congo? Bon, déjà, il faut enlever une ambiguïté. Parce que beaucoup réagissent parce qu'ils ont entendu Denis Christel Sassou Nguesso que j'ai qualifié en Gwalima. Non, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ce n'est pas le patronyme de M. Christel Sassou Nguesso qui... Pourquoi vous le qualifiez d'Angwalima? Parce qu'on est quand même des Congolais. Excusez-moi, je vais vous poser la question. Parce que vous êtes un démocrate, vous aspirez à diriger le Congo, et vous êtes en France, vous voyez très bien comment ça se passe, les débats entre le Front National et tout. On a du mal à voir les gens s'insulter, et c'est même interdit, c'est même par politesse politique. Pourquoi tout simplement ne pas dire Denis Christel Sassou Nguesso, que je ne reconnais pas comme XY raison, mais pourquoi ce qualificatif? Bon, moi je suis un leader d'opinion, M. BDB.
je m'adresse pas seulement à l'élite congolaise, je m'adresse aussi au bas peuple, comme on dit. Je suis de Poto-Poto, et à Poto-Poto, nous sommes des enfants de Marien Ngouabi, parce que jeune, mais j'ai connu plus de Marien Ngouabi. Et à Poto-Poto, l'ironie pour nous, c'est des angles d'attaque. C'est des moyens de faire passer le message. Et lorsque je parle d'Angualima, je m'adresse au petit peuple, hein, à mes jeunes des quartiers populaires, pour leur expliquer que ce monsieur, c'est un voleur. On y reviendra. Quand j'ai dit Kiki, c'est un voleur, c'est pas parce qu'il s'appelle Sassou Nguesso. Mais je vais le démontrer là tout à l'heure que Kiki, c'est un voleur. Kiki, c'est un voleur. Raison pour laquelle, pour trouver une image, expliquer, parce que quand je vais expliquer aux jeunes de Poto-Poto les biens mal acquis, il ne comprendra pas. Petit à côté, il ne comprendra pas. Il faut lui dire. Mais vous savez que accuser, prononcer des mots sans preuve, c'est aussi un délit. Hein. Je vais y revenir. Jusqu'alors, depuis que j'appelle M. Angwali Mao Kiki voleur, je n'ai jamais eu une plainte. Donc, je vais y revenir. J'explique simplement pourquoi on l'appelle Angwalima. Angwalima, c'est un célèbre voleur de Kinshasa qui volait deux fois avec des pouvoirs mystiques et autres, et qui était un peu l'incarnation de ce qu'on appelle, l'élite appelle le kleptocrate. Le kleptocrate. Et donc, pour parler, pour que ça sente dans les oreilles de ces jeunes-là, parce que ce sont ces mêmes jeunes-là que Christelle Sassou Ngualima, lorsqu'il arrive dans un quartier, il distribue de l'argent, ils l'applaudissent, comme on voit avec Ambende. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse avoir de la respectabilité à l'égard des gens qui ont affamé tout un peuple, qui ont détruit tout un pays, qui ont endetté tout un pays, et Christelle est parmi ceux-là? Pourquoi voulez-vous, M. Belébé, que je puisse avoir de la respectabilité pour ce genre? Ce n'est pas parce que vous représentez une certaine image de l'opposition qui vous donne une respectabilité envers ceux qui peuvent vous soutenir. Et non. Voir que vous dialoguez, vous êtes un homme qui n'utilisait pas l'injure. Monsieur, pour qualifier vos opposants aussi. Au moment où je vous parle, je vais être factuel, au moment où je vous parle, les hôpitaux au Congo, deux fois, il n'y a même pas de courant. Les gens font des besoins dans les seaux. Mais lorsque vous creusez, là, vous rentrez dans le statut, dans la peau on va dire, d'un intellectuel, vous vous rendez compte que c'est le cheminement, c'est la conséquence d'une gouvernance. Et un des maillons de cette gouvernance kleptocratique qui a détruit le pays, c'est M. Christelle Sassou Nguesso. Permettez-moi, M. Ebelebe, de ne pas avoir du respect pour des voleurs. Mon éducation, mon père m'a éduqué autrement. Mon père m'a toujours dit de respecter ceux qui ont la légitimité d'être respectés. Ce jeune compatriote ne peut pas être respecté. Et j'utiliserai les mots les plus durs, non seulement pour lui faire mal, parce que lui fait mal à notre population, il fait mal à notre peuple, mais pour expliquer au plus bas peuple, ceux-là qui courent derrière les Christelle Sassou Nguesso, pour dire l'argent qu'il vous donne, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du vol, c'est un Angwalima. Un Angwalima, on ne l'applaudit pas. On a Angwalima, on dit, on crie sur lui. Pour clore cette parenthèse, monsieur, j'ai été conseiller du président Yombi Opango pendant presque 12 ans. Et lui qui est né au village, grandi au village, qui a reçu l'éducation ancestrale, il me disait une chose importante. Il me disait, monsieur, mon fils, vous savez, dans nos villages, on ne pouvait pas applaudir un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui était honni, qui était vomi du village. Et aujourd'hui, quand on parle des valeurs, tout est inversé, monsieur Ebelebe. Moi, j'ai quitté le ministère du Tourisme. On se foutait de ma gueule dans le quartier parce que je n'ai pas volé. Comment pouvez-vous expliquer ça? On se foutait dans le quartier, dans mon quartier à Poto-Poto. On se foutait de ma gueule parce que j'étais à pied et je n'ai pas volé. Mais celui qui était le voleur, dont je tais le nom, il était applaudi. Allez-y comprendre. Raison pour laquelle notre narratif doit changer. Lorsqu'on se donne du monsieur à un voleur, on lui donne de la respectabilité et on conforte cette inversion des valeurs. Moi, je change le paradigme et je change le narratif.
pour dire aux Congolais, pour dire aux communs des mortels, ce sont des voleurs. Traitez-les comme des voleurs et des malfrats. Maintenant, on peut continuer l'émission. D'accord, mais on va rentrer maintenant sur l'accord du Rwanda. Vous avez fait des commentaires sur cet accord-là, vous avez critiqué. Première question sur ce sujet-là, sur une autre question. Honnêtement, je sais que vous êtes très franc de nature. Est-ce que tout ce que va faire M. Kiki, enfin Christelle Sassou Nguesso, vous allez passer votre temps à critiquer? Ou vous prendrez le temps de regarder et de dire, sur ce point-là, il n'a pas tort, sur ce point-là, ça profite au Congo. Ou pour vous, c'est fini, tout ce que ce ministre va faire, pour vous, ça ne mérite pas une attention particulière, même un applaudissement. Vraiment, merci pour cette question. Parce que cette question, généralement, veut susciter une certaine passion, voire xénophobie, que je veux, comme j'ai dit, lever toute ambiguïté. Ce n'est pas le patronyme de M. Christelle Sassou Nguesso qui me pose problème, première chose. Ce n'est pas les origines de sa mère qui me pose problème. Et je suis foncièrement, comment je peux dire, opposé à ceux qui font valoir ces origines de sa maman qui serait de la RDC. La RDC et le Congo, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas ça. Ce qui pose problème dans cet accord, c'est trois choses. Première chose, monsieur, dans la forme et le fond. Première chose, quelles sont les prérogatives de M. Christelle Sassou Nguesso? Il est ministre de la coopération chargé du partenariat, je pense, public-privé. Oui. Monsieur Ebelebe, c'est quoi le partenariat public-privé? C'est tout simplement un mode de financement auquel une personnalité publique, une autorité publique fait appel à des fonds privés pour la gestion ou le financement d'un projet ou d'un équipement à caractère public. Autrement dit, on peut même appeler cela comme étant un porteur d'affaires. Et dans des pays sérieux, s'il n'y avait pas un agenda derrière, M. Christelle Sassou serait un simple ministre délégué, voire une direction. On devait avoir une direction au ministère des Affaires étrangères. Vous pensez qu'il serait le ministre délégué du ministre des Affaires étrangères? Voilà. Mais là, il n'est même plus secrétaire d'État, par exemple. Ah, pardon. Secrétaire d'État. Voilà. Secrétaire d'État ou une direction. J'ai bien dit, hein. Il fait appel aux prestataires privés pour financer ou gérer un projet à caractère public ou un équipement. Or, nous sommes là dans le cadre d'un accord Kigali-Brazzaville. Oui. Je prends trois accords qui posent problème. 4 accords. L'accord sur les zones économiques spéciales, l'accord sur l'exploitation minière, l'accord militaire, l'accord... je vais revenir encore sur l'autre accord. Il y a le côté éducatif aussi qui est pris en compte. Oui, mais moi je prends les accords. La technologie, nouvelle technologie. Les accords qui posent problème pour moi. L'accord pour les zones économiques spéciales de Maluku, l'accord militaire, l'accord sur l'exploitation financière et les 12 000 hectares qu'on a concédés ou cédés au Congo. Il se pose un problème, la forme et le fond. Je commence par la forme. Monsieur, quand je vous ai donné les prérogatives du partenariat public et privé, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que les Congolais peuvent s'expliquer? Des gens relativement qui ont de la prospective peuvent comprendre qu'un accord militaire de défense soit signé par quelqu'un qui est chargé du partenariat public-privé. Mais la défense nationale, c'est une question de... Il y a aussi le volet international dans son portefeuille. Non. La défense... Il est ministre de la coopération internationale. La défense... Il est ministre de la coopération internationale. Pardon? Il est ministre de la coopération internationale. Chargé du partenariat public-privé. Rien à voir. La coopération internationale. Écoutez, monsieur, revenez à notre constitution. D'accord. Moi, j'ai été conseiller à la coopération au ministère du Tourisme. Lorsque nous avions des commissions mixtes, c'est ce que M. Christelle a fait. Lorsque nous avions des commissions mixtes, par exemple, si on parlait des problèmes relatifs à la défense, il devait avoir un conseiller
du ministre de la Défense ou le ministre de la Défense lui-même. Mais c'est M. Christelle Sassou Nguesso qui signe l'accord militaire. C'est M. Christelle Sassou qui signe l'accord des zones économiques spéciales alors qu'il y avait le ministre des zones économiques spéciales là. C'est M. Christelle Sassou Nguesso qui signe la cession des terres alors qu'il y a... Et je disais sur la forme, ça pose un problème déjà. Pourquoi? Parce que ce ministre, Christelle Sassou Nguesso, alias Angwalima, j'insiste là-dessus, est devenu le ministre du ciel et de la terre et de la mer, comme l'était le fils Wade. Et c'est fait à dessein. Pourquoi c'est fait à dessein, monsieur Ebelebe? Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas attendu la signature de ces accords-là pour interpeller les Congolais sur le risque que nous prenions. Un de vos confrères, c'est un jeune frère qui est chez vous là-bas, podcast, qui fait des podcasts, Kevin Noumazalai, en octobre 2021, au cours d'un entretien, d'un échange que j'avais avec lui, j'expliquais comment il y avait un risque pour le Congo qui est devenu un État faible d'être la proie d'une puissance régionale ou internationale. Pourquoi? Parce que le bassin du Congo, c'est un enjeu géostratégique important. Parce que nous disposons du bassin du Congo, l'écologie, nous disposons du fleuve, c'est-à-dire du plus grand fleuve, l'eau, qui est un enjeu stratégique. Nous disposons des matières premières stratégiques rares et nous disposons, bien entendu, du port en eau profonde. Raison pour laquelle, lorsque je reviens sur votre question, moi, je ne suis pas surpris, mais j'ai pris le soin, dès le départ, de décrypter les non-dits de cet accord. Les non-dits de cet accord sont quoi? C'est à la fois faire perdre notre souveraineté à l'égard d'une puissance régionale, militaire, pas une puissance politique, pas une puissance économique, mais une puissance militaire qui est utilisée par des puissances occidentales. Donc, perte de souveraineté. Deux. Vous pensez que le Rwanda fait, en arrivant au Congo, c'est une manière de faire rentrer le Congo dans le cercle anglophone de l'influence américaine et britannique? Le Rwanda a un objectif. Il a un problème d'espace vital. L'accord, là, c'est cela. Espace vital. Et M. Kagame, il est arrivé là, je fais court, parce que les Occidentaux l'ont voulu. Il fallait faire partir Mobutu, et lui, il est arrivé pour essayer d'imposer quelqu'un en RDC. Il a tenté avec le Kabila père, il n'a pas réussi. Il a réussi plus ou moins avec Kabila fils. Avec Kabila fils, il a pris le contrôle de l'Est. C'est là où il est devenu quasiment un exportateur des mines. Et en cela, il s'est doté d'une puissance militaire considérable. Et il se rend compte qu'il perd le contrôle de l'Est. Parce qu'entre-temps, Fatih, le Félix Tshisekedi, a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis qui viennent de chasser la Chine. Or, quel est la rampe de lancement de la Chine dans la sous-région? C'est un peu compliqué ce que je dis. Il faudrait que les gens comprennent. Parce que je ne veux pas rester dans ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. La rampe de lancement de la Chine dans l'Afrique centrale, c'est le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. C'est lui qui a vendu le deal à Kabila fils de sceller le partenariat stratégique avec la Chine. Et une fois que la Chine est affaiblie au profit comment vous l'appelez, des États-Unis, Kagame pense qu'il y a possibilité pour lui de continuer à emmerder Félix Tshisekedi à partir de Kinshasa parce que l'Est devient lointain. Lointain. Et le Congo est devenu un pays faible. Mais entre-temps, le Congo lui-même, à travers Sassou Nguesso et son fils, ont des ambitions de se dire on doit conserver le pouvoir par tous les moyens, d'autant plus qu'en interne, on le disait tout à l'heure, ça s'affaiblit. Il y a plus de frustration, même au niveau de la force publique. Ils ont besoin d'une puissance militaire qui peut intervenir à tout moment. Est-ce que vous avez eu, M. Belébé, est-ce que les Congolais, on leur a mis sur la table le contenu de l'accord militaire signé par Christelle Sassou Nguesso, pas pour la ministre de la Défense, rien du tout. On n'a pas l'accord. Premier objectif de Kagame, attaque. Il peut aujourd'hui, à travers maintenant ces terres qu'on a vendues aux gens de la RDC, qu'on veut céder, 12 000 hectares, ramener
à travers des fameux fermiers, mais qui sont en fait des éléments de la force publique, des éléments des services de renseignement, les éléments de Kagame sur le terrain, sur Brazzaville, avec objectif Kinshasa, et deuxième objectif, en cas de trouble au Congo-Brazzaville, mater une rébellion ou mater la population. C'est ce qu'ils ont fait où, M. Ebelebe? Au Mozambique. Appel de qui? C'est Total. Lorsque le Mozambique a eu un souci, je fais la parenthèse, avec une rébellion interne, je ne rentre pas dans les détails, Total a fait appel à l'armée de Kagame pour intervenir au Mozambique. Ils ont maté une rébellion. C'est ce que Kagame a fait où? En Centrafrique. Et monsieur Ebelebe, à travers cet accord, on passe à l'accord, toujours à l'accord militaire. Non seulement il menace la RDC, donc nous serons en tension avec Kinshasa, ça je peux le confirmer. Nous serons en tension avec les 8000 Rwandais, ou tous cette fois-ci, qui sont à Brazzaville, chassés par Kagame, utilisés par M. Sassou Nguesso pour prendre le pouvoir au détriment de Lissouba en 1997. Et qui ont commencé à tisser voilà, une structure, ils ont structuré économiquement, ils sont relativement prospères. Et Kagame pense que ces gens-là peuvent être un danger pour son pouvoir demain. C'est ce qu'il avait fait avec l'Ouganda. Donc, vous avez le deuxième niveau de potentiel trouble, sinon guerre civile, ou tout outil que M. Kagame ramène au Congo-Brazzaville. En dehors de ce qu'il est en train de faire avec la RDC. Fatih est au courant. Et il y a un autre risque. Libreville et Luanda. Pourquoi Luanda? Parce que Luanda, c'est-à-dire l'Angola, est toujours en proie à la rébellion du Cabinda, du FLEC. Et il sait que les bases arrière, la base arrière des FLEC, c'est à Pointe-Noire. Et Kagame, comme c'est un monsieur qui est dans une expansion, dans une vision expansionniste criarde, ne va pas du tout se gêner de déstabiliser le pouvoir de Luanda. D'autant plus que le Cabinda regorge des puits pétroliers considérables. Et ce n'est pas par hasard que, comme par hasard, est-ce que c'est par hasard qu'il est en train de viser le port sec de Dolisie? Et enfin, selon nos informations, une partie des terres qui devaient être cédées ou concédées, je ne sais pas trop, au Rwanda, ça se passe où? À la cuvette ouest. Mais à la cuvette ouest, c'est quoi? C'est la frontière avec le Gabon, dont on sait qu'un petit-fils de M. Sassou Nguesso a dévisé pour aller prendre le pouvoir à Libreville. Monsieur Ebelebe, je viens de vous décrypter là les non-dits de cet accord, rien que sur un certain nombre de domaines militaires, cession des terres et autres. Donc, autant je vous ai démontré tout à l'heure l'incompétence normalement, pas les compétences, mais les compétences institutionnelles de M. Christelle Sassou Nguesso, de faire ce qu'il est en train de faire, tout signé. Mais tout simplement parce qu'il a eu le feu vert de son père. Et parce que tout simplement, les gens sont démissionnaires dans leur ministère. Parce que si moi, je suis M. Pierre Oba, je ne vais pas accepter que M. Christelle Sassou Nguesso puisse aller signer des accords pour l'exploitation minière alors que moi, je suis là. Allons plus loin, M. Ebelebe. Allons plus loin. Quelle est aujourd'hui l'expérience en matière d'exploitation minière d'un pays comme le Rwanda? Le Rwanda exploite les matières premières, sinon c'est à Kinshasa. Qui est derrière le Rwanda? Monsieur Kimafima, juste une parenthèse. Oui? Est-ce qu'on peut reprocher au président Kagame qui a acquis une certaine expertise, expertise dans la gestion des conflits militaires, lui qui a un petit pays, dont on dit qu'il ne produit rien et qu'il pille les richesses de la RDC, mais qui démontre qu'avec ce qu'il prend, il peut quand même bâtir son pays. Est-ce que on peut reprocher à un leader tel que Kagame de vouloir travailler pour le bien de son pays et de trouver des espaces où il peut héberger 12 millions d'habitants et surtout sécuriser ses frontières? Est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Monsieur Ebelebe, vous n'avez pas tort quand vous posez des questions comme ça. Je ne reproche rien à Kagame. Je dis tout simplement que Kagame, c'est un autocrate, qu'il n'a aucune expertise. Kagame mène des guerres prédatrices, notamment... Qu'il rapporte de l'argent, parce qu'il faut bien qu'il vende ses services. Mais
Monsieur Ebelebe, moi, je ne suis pas en train de dire que Kagame, c'est... le monde n'est pas beau et le monde n'est pas gentil. Je suis en train de mettre en cause les autorités qui ont l'effectivité du pouvoir dans mon pays, qui sont des voyous et des criminels, parce qu'ils sont en train de vendre le Congo au plus haut front. Et je dis à Kagame que vous nous aurez en face. Et je me propose d'être l'alternative, sinon l'alternance, pour contrer la vision expansionniste de M. Kagame. Moi, je n'ai rien à foutre avec M. Kagame, excusez-moi le terme. C'est un autocrate, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis un démocrate. Et je sais que M. Kagame n'a aucune expertise extraordinaire. Il a consisté beaucoup plus sur les dirigeants congolais. Il est dans une vision prédaciste que nous condamnons, par exemple, à l'égard des Français et autres. Et ce n'est pas la vision panafricaniste que veulent nous vendre certains de M. Kagame. Non, c'est un prédateur. M. Kagame, je peux vous dire, hein, il y a à peine quelques années, quelques mois, est parti enlever, kidnapper un opposant à Dubaï. Le même Kagame a voulu tuer des opposants, a tué même un opposant, ancien patron des services secrets à Djobourg. Bon, vous n'allez pas me demander à moi. Pas dire qu'il est le seul à avoir fait, parce que Mobutu l'a fait dans son temps avec son ministre des Affaires étrangères. Il a enlevé, qui a été rattrapé par Kadhafi. On a aujourd'hui une histoire semblable qui apparemment apparaît en Côte d'Ivoire avec le commandant Fofana, dont personne ne comprend comment il s'est retrouvé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais revenons sur le Congo. Donc vous êtes parmi ceux qui, en tant qu'analyste politique, hein, vous dites que, attention, il y a un danger au Congo, parce que d'autres, on a vu une émission sur France 2, je crois, on va retrouver l'émission, où on dit que le Congo est l'un des pays en Afrique centrale qui a accueilli le plus de réfugiés en très peu de temps, et qu'il y a un risque de guerre entre comme vous dites, entre les Hutus et les Tutsis au Congo, mais il y a aussi un risque de guerre par agacement des Congolais qui ne supportent plus qu'on accueille des réfugiés, mais on ne prenne pas en compte leurs problèmes. Mais raison pour laquelle la responsabilité de M. Sassou Nguesso et de son fils Christelle est engagée. Et je peux vous dire, M. Ebelebe, c'est peut-être une indiscrétion que je vais vous faire. Parce que, sans prétention aucune, je suis toujours dans la prospective. Moi, j'ai toujours pensé le Congo dans 15, 20 ans. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'opposition, sinon à nos leaders politiques. Un homme d'État n'est pas celui qui voit le Congo du bout des nez. C'est là où je pointe du doigt la responsabilité historique de M. Sassou Nguesso et de son fils, notamment de son fils. Raison pour laquelle je suis dur à l'égard de Christelle Sassou Nguesso alias Angualima, parce que je peux vous dire, M. Ebelebe, c'est Christelle Sassou Nguesso qui a scellé ces accords-là avec Ivan Kagame, le fils de Kagame. Et ils ont présenté, et il a présenté ça à son père. Mais Ivan Kagame, je crois qu'il travaille déjà avec son père. Pourquoi Kagame veut imposer le fils Museveni en Ouganda, parce qu'il a déjà résolu les problèmes qu'ils avaient. Il veut faire partir Tshisekedi à Kinshasa, parce qu'il lui résiste, et il veut imposer un pantin au Congo-Brazzaville. Et c'est là où M. Christelle Sassou Nguesso saute sur l'occasion. On pense que nous sommes à ce point idiots pour ne pas comprendre que tout se passe entre lui et Ivan Kagame. L'ingénierie, vous savez où ça se passe où? C'est à Dubaï. Parce qu'au-delà de ce que nous avons décrypté, les accords militaires et autres, avec les risques de guerre civile et autres, avec les risques de transposer la guerre civile, bien entendu, avec les risques d'affrontement avec Kinshasa, Luanda ou Libreville, il y a aussi cette espèce de, comment je peux appeler ça, de blanchiment de l'argent sale. Il a dit que l'argent que Christelle Sassou Nguesso a volé, a planqué dans les paradis fiscaux, Christelle veut les blanchir au niveau du Congo-Brazzaville en prenant le contrôle d'un certain nombre de domaines, d'un certain nombre de secteurs d'activité. Et la zone économique spéciale de Maluku, que vos téléspectateurs le sachent, le Congo a injecté 500 milliards de francs CFA à l'époque, Asperbras. Asperbras, c'est quoi? C'est la société créée par Jean-Jacques Bouya et les Christelle Sassou Nguesso et les Ondongo, une société brésilienne, qui ont eu l'argent venu d'un trader gaveur
ou Glencore, je ne sais pas, je crois que ça doit être Ganvin, le trader qui avait scellé cet accord avec qui? Le même Christelle Sassou Nguesso, qui nous vaut aujourd'hui d'être traqué un peu partout. Et ils ont injecté 500 milliards avec des rétrocommissions, bien sûr. Et la fameuse zone de Maluku, qui n'a rien donné depuis, rien donné, pas d'électricité, rien du tout, aucune usine n'est sortie de là. Entre-temps, on nous a fait venir qui? Etoka, qui est venu avec Ondongo, je me souviens, on va retrouver les images, pour dire qu'on va maintenant produire des tracteurs. On n'a jamais vu aucun tracteur sortir de là. Est-ce que ce n'est pas mauvais de voir que les Congolais qui se plaignent à longueur de journée de l'incompétence de leurs dirigeants, notamment quand vous citez les entrepreneurs congolais, dont on ne voit pas très bien comment on peut expliquer qu'au Congo, d'un côté, viennent construire une cimenterie, on n'a pas d'entrepreneurs congolais capable d'avoir une cimenterie. Est-ce que ce n'est pas mauvais que le ministre Christelle Sassou Nguesso trouve qu'en ce moment-là, ça fait un moment que ça dure avec Maluku et tout le reste. Non, pourquoi ne pas faire confiance à d'autres personnes dans les Rwandais? Monsieur Belébé, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Mais non. Vous êtes plus précis parce que... Monsieur Belébé, je vous ai dit, on a injecté 500 milliards. Avant de venir injecter encore de l'argent, on ne parle pas du partenaire, on doit auditer. Où sont partis les 500 milliards? On n'a pas audité. C'est parti dans les caisses, dans les poches des mêmes acteurs qui viennent, soi-disant, avec 100 milliards. Mais où sont partis les 500 milliards? Bon, mettons de côté que c'est des voleurs, ils ont bloqué de l'argent. Les 100 milliards là, ce n'est pas l'argent des Rwandais. C'est l'argent des Congolais que M. Christelle Sassou Nguesso avait volé, a planqué dans les paradis fiscaux et dans une opération, on ne sait pas comment, avec une ingénierie du côté de Dubaï, ils ont remis dans les circuits financiers pour venir, soi-disant, prendre la zone économique de Maluku. Qu'est-ce qu'on comprenne bien, monsieur Mafimba? Ce que vous nous dites à nous, les Congolais aujourd'hui, vous dites à ceux qui vous écoutent, c'est que Maluku serait un coup tordu. En fait, le ministre Christelle Sassou Nguesso paye le Rwanda une certaine somme qui est de 100 milliards aujourd'hui pour leur dire « j'ai besoin de vos services pour m'aider à prendre le pouvoir. En échange, installez-vous à Maluku et on travaille ensemble ». C'est ce que vous dites. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire que dans le logiciel de M. Christelle Sassou Nguesso, que les Congolais m'entendent bien, dans ce logiciel, l'accord, l'axe Kigali-Brazzaville, c'est un logiciel pensé, programmé aujourd'hui, tentative d'exécution par M. Christelle Sassou Nguesso, qui consiste à dire il faut nous aider à conserver ou à ce que moi je prenne le pouvoir s'il arrive malheur à mon père. Et je vais me doter de vous en tant que puissance militaire, c'est-à-dire Kigali, et la possibilité de vous asseoir sur le terrain. Et je vous donne un certain nombre de gages. Les gages, c'est quoi? Les terres pour vous installer. Ils n'ont pas pris Maluku par hasard. Hein. Maluku est à 2 pas de Kinshasa. Hein. Qui vise Kinshasa. Kinshasa est en face. J'ai même, je crois, des parcelles de l'autre côté. Vous avez dit au début que le ministre, excusez-moi de revenir sur le ministre, on ne va pas parler de tout le temps, mais il a quand même aussi un lien au niveau de la RDC. Donc lui, il a aussi intérêt à ce que, d'origine, ça se passe bien pour lui aussi, lui qui est de double nationalité comme beaucoup d'entre nous, il a cette chance d'être binational. Donc il a tout intérêt à ce que la RDC soit pour lui un pont et non qu'il crée un malheur. Alors, moi je vous pose une question. La géostratégie que vous nous annoncez, avec la guerre en Ukraine, on assiste à un nouveau ordre mondial. Est-ce que le partenariat Afrique-Afrique, Rwanda-Congo ou même autre, n'est pas mauvais? Ou plutôt, qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui? Le Big Bang aujourd'hui, géostratégique que j'annonce depuis, donc j'ai fait presque une espèce de comment je peux dire ça, d'armes théoriques. Pour moi, c'est la confrontation entre les démocraties d'un côté et les totalitarismes de l'autre côté. Aujourd'hui, lorsque vous me parlez de l'axe Kigali-Brazzaville, c'est l'axe de 2 régimes totalitaires qui veulent se mettre en face, en fait, ensemble, pour comment dire,
pérenniser des systèmes kleptocratiques et autoritaires. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'Ukraine et la Russie qui se battent, je ne me trompe pas de camp. Moi, j'estime que la Russie a agressé un pays qui est indépendant, et la Russie, ce n'est pas ma tasse de thé non plus, même si il m'arrive, je suis surpris, je dis, mais on a vu, ma fille va défendre l'accord entre le Mali et la Russie. Oui, mais ça, c'est dans un contexte bien défini et je pourrais m'expliquer, on n'a pas le temps là. Donc, ne nous trompons pas. Moi, il n'y a pas d'axe sud-sud. Moi, je me bats pour que la démocratie, la liberté, la prospérité pour tous soit le paradigme dans ce pays-ci, dans le monde. Et surtout, je suis un enfant de la chute du mur de Berlin. Je suis un enfant de la perestroïka, c'est-à-dire la bolle. Et je suis un enfant de la conférence nationale souveraine, l'alternance démocratique. Et ceux qui, aujourd'hui, sont en train de dire comment on n'arrive pas, pourquoi non, le Rwanda est en train d'exporter un système politique qui n'est pas le mien, autocratique, prédateur et expansionniste. Je préfère m'aligner avec un système comme celui de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria. Voilà pour moi les axes qu'il faut prioriser lorsqu'on veut parler de l'axe sud-sud, mais pas du tout de se mettre ensemble pour opprimer votre peuple et autres. Et je tiens à dire, monsieur, ce que M. Kagame est en train de faire, là, transposer ce système-là, mais nous serons plus en sécurité, nous qui nous opposons à ce système. Parce qu'il va demander à Christelle Sassou-Ngualima de dire un jour, vous savez, M. Mafimbala vous emmerde, moi j'ai des gens à Bruxelles, on va faire comme je le fais avec mes opposants, on va le neutraliser. Donc nous attirons l'attention et nous disons qu'il ne marchera pas sur nos têtes. Ce qu'il est en train de faire en RDC, il ne va pas le faire au Congo-Brazzaville, à M. Kagame. Ce que j'ai appelé le complot girafe ne va pas se pérenniser au Congo-Brazzaville, M. Ebelele. Ne va pas se pérenniser. On a encore 3 questions avant qu'on ne termine, parce que vous êtes très intéressant et je resterai bien volontiers longtemps avec vous. Mais 3 questions, si vous pouvez être très court. Oui. Je vous montre une image et vous me dites, si vous la voyez, là, le Premier ministre Makosso. Pensez-vous qu'au travers de cette image que je vous montre, le Premier ministre Makosso, il est encore Premier ministre ou c'est plutôt le ministre Christelle Sassou Nguesso qui est chef du gouvernement? Non, M. Makosso, c'est un Premier ministre fantomatique. C'est un Premier ministre fantomatique. Il est arrivé là par effraction. Les gens des Congolais oublient que... Ou plutôt, il a été mis là parce qu'on sait qu'il ne va pas gêner l'activité du ministre de la Coopération. Mais, non, il est arrivé par effraction. J'étais en train d'expliquer que M. Sassou Nguesso, après 2021, le décès de l'assassinat de Parfait Kolela, avait pensé au ministre, à l'ancien Premier ministre Sylvain Ngoma, parce qu'il estimait qu'il avait l'envergure et autres, la capacité de faire bouger un certain nombre de lignes. Et à défaut des conditions qu'il a posées, il est parti à la demande de Mme Sassou de prendre Colline Makosso, qui n'est que fantomatique, en fait, qui est le porte-étendard de Christelle Sassou Nguesso. Il n'existe pas en tant que Premier ministre. Mais j'y vais même plus loin. Il a désacralisé la fonction, le statut. Est-ce que vous n'êtes pas là encore dans la, excusez-moi, mais de le dire, dans la caricature, tout ce qui se fait au Congo, on a l'impression que non seulement ils sont incompétents, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas à la hauteur. Est-ce qu'on arrive quand même dans l'opposition que vous incarnez à reconnaître que, bon, pour eux, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'ils disent, la crise économique est là, les problèmes sont énormes, insurmontables, et que vous ne faites que critiquer. Pourquoi vous n'êtes pas, par exemple, M. Mafimba, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté au Congo pour être candidat à la députation qui sera en juillet, par exemple? Comment voulez-vous que j'aille, je sois candidat dans une espèce comment on dit ça, de démarche qui consiste à nommer, en fait, un homme. N'oubliez pas que j'étais dans la majorité présidentielle, M. Ebelebe. Vous savez comment ça se passe?
tous les partis, même de l'opposition, qui vont aux élections, ils vont d'abord voir le PCT, le secrétaire général du PCT, ils se mettent d'accord sur le nombre de députés qu'on va vous donner, et vous allez chercher les Ngiri. Vous m'entendez, hein? Je dis et je persiste. On va chercher les Ngiri, parti d'opposition ou pas, chez Mboulou. Donc les gens sortent avec les Ngiri. On dit, bon, écoute, monsieur Mafimba, vous êtes du RDD, ouais. Vous êtes candidat à Poto-Poto, ouais. Voilà vos 3 millions pour combattre campagne. Mais vous dites de l'opposition. Je le dis parce que j'ai vécu et j'ai refusé cela. En 2012, j'ai refusé cela. J'ai été reçu. Nous avons été reçus en tant que parti politique. On me dit, on vous donne ça. J'ai dit aux gens, si c'est cela la démocratie, je ne suis pas candidat. Est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas dans son rôle du ministre de l'Intérieur comme en France où vous êtes? On dit qu'il faut financer les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas un financement? Non, ce n'est pas un financement. C'est pas un financement. C'est même... C'est un achat de voix, un achat de conscience? Non, c'est la démocrature. C'est-à-dire qu'on crée son opposition comme on fait avec l'UPADES. On sait qu'on va leur attribuer 5 députés, 6 députés, et puis on vous finance la campagne. Et le reste, c'est pour la consommation internationale, en fait. Ce n'est pas pour les Congolais, c'est pour la consommation internationale. Pour que l'Union européenne, la France, les États-Unis sachent qu'il y a eu une... comment ils appellent ça là? Une élection au Congo, donc on essaie de respecter les standards internationaux. Non, c'est de la démocrature. Ça n'a pas de sens. Mais vous avez posé une question tout à l'heure qui était beaucoup plus intéressante que j'ai omis. C'était au sujet en dehors des élections. Ouais, pourquoi nous sommes durs? Non. La question que je voulais vous poser plutôt, est-ce que vous avez entendu de la bouche ou non de l'écriture d'un membre de ce pouvoir pour nous dire dans tel secteur, voilà ce que nous avons fait de bien? Si on me dit, voilà dans l'éducation, voilà ce que nous avons fait de bien, M. Mafimba applaudira. Même oui, ils ont, je vais vous citer deux projets dont ils sont fiers. La route Pointe-Noire-Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville, comment on appelle ça, le barrage Imboulou, sont souvent cités en référence. Je vous vois sourire, hein. Je vous vois sourire parce que je sais que vous avez dit quelque chose. Allez-y. C'est pas projet dont ils sont fiers. Et la corniche de Brazzaville. Vous avez le sens de l'humour, après d'avoir parlé de dossiers très très graves, vous avez le sens de l'humour et je vous en remercie. Non, ça doit faire rire parce que vous savez pertinemment que Brazzaville, Pointe-Noire, c'est une nationale, c'est pas une autoroute. C'est pas une autoroute, c'est une nationale. Et lorsque vous voyez en plus, à cela, il faut aller plus loin. Ce qui nous a valu cette nationale, on s'est endetté, je ne sais pas pour combien d'années. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est que cette route, on y revient là, a été concédée à comment on appelle ça là, un consortium chinois, français et autres. Et ce qui a pour conséquence la cherté de la vie à Brazzaville, parce que les gens qui ramènent les produits de l'intérieur jusqu'à Brazzaville ou des grandes villes, ils sont obligés de payer un certain nombre de péages avec pas moins de 6 en direction de Pointe-Noire. Vous voyez bien que c'est un très mauvais exemple. Vous savez bien que c'est un très mauvais exemple. Prenons le cas de l'aéroport de Brazzaville. De la bouche de M. Bouya, l'aéroport de Brazzaville devait être un hub. Et effectivement, vu la position stratégique du Congo, on pouvait être un hub aéroportière, on pouvait être un hub fluvial, on pouvait être un hub, comment on appelle, maritime, on pouvait même être un hub numérique. Vous voyez bien, 4 hubs. Quand je vous dis que ces gens-là sont des incompétents, nous avons dans le tiroir des projets. 4 hubs qu'on pouvait être. Mais aujourd'hui, Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville, il ne représente absolument rien. La seule compagnie qu'on avait, elle ne marche plus. Bon, lorsque demandez tout simplement aux gens le nombre de voyageurs qui viennent à Brazzaville, il n'y a rien. Demandez aux gens qui vont à Brazzaville, est-ce qu'il y a comment ils appellent ça, un duty free à Brazzaville? Il n'y a rien. Ça prouve que tout ça, c'est du pipeau, c'est de l'incompétence, c'est de la médiocratie. Et je peux comme ça, tous les exemples que vous avez pris, démontrer de A à Z que ça a été un moyen pour eux de bouffer de l'argent. Et j'ai oublié de dire quelque chose, notamment sur l'aéroport de Brazzaville. Vous savez bien que j'étais à Brazzaville lorsqu'il y a eu, je pense, la municipalisation accélérée, je ne sais pas trop. Lorsqu'ils ont voulu
soi-disant modernisé. Donc, ce n'est pas moderne, ce truc-là. Mais j'en avais parlé à quelqu'un qui travaillait aux grands travaux. Je lui ai dit, mais il faut déplacer l'aéroport de Brazzaville, comme l'a fait Macky Sall ou Wade au Sénégal. Vous allez créer des villes nouvelles, vous désengorgez la ville. Vous ne pouvez pas mettre un aéroport en pleine ville comme ça, alors que nous avons de l'espace. Ça n'a pas été déménagé ou on n'a pas mis ça à l'extérieur de la ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet aéroport ne vaut absolument rien, tant en termes de schéma directeur nouveau pour la ville, tant en termes d'urbanisation de la ville et autres. Donc, ils sont dans le faux. Alors, dernière question, M. Mafima, ça a trait au Congrès de l'étranger. Ils ne votent pas. Ils sont parmi les plus grands critiques. Le pouvoir ne veut pas les voir voter. Des indiscrétions disent que c'est bien parce que cette diaspora, dans son ensemble, a une majorité qui est critique envers le pouvoir. On la qualifie, entre guillemets, de sudiste. Pour vous, les Congolais de l'étranger, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité dans la dégradation de l'image du Congo? Non, les Congolais de l'étranger sont tout simplement victimes d'un régime ou d'un pouvoir qui n'a pas des hommes d'État à la tête. Parce qu'un homme d'État, c'est celui-là qui peut d'abord appliquer des fois les traités qu'il signe. Je vous renvoie tout simplement à, je crois que c'est une charte de l'Union africaine. Ça date, je crois, depuis une dizaine d'années. M. Sassou Nguesso a dû signer cette charte, hein, qui faisait des diasporas africaines, entre guillemets, des cinquièmes roues de la carrosse, en termes de capacité d'innovation, de financement, d'expertise et autres. Et il y a d'autres pays qui en font un bon usage de leur diaspora. Et l'histoire nous démontre, par exemple, que l'Israël aujourd'hui, devenu Israël grâce au sionisme, des diasporas, pas mal de pays, je peux les citer. Et donc aujourd'hui, la manière dont on traite la diaspora du Congo-Brazzaville, c'est tout simplement l'incapacité de M. Sassou Nguesso et son monde d'intégrer ce qu'ils ont signé ailleurs et d'intégrer une vision prospective de la construction d'un État-nation. Et c'est dommage, mais en même temps, ce n'est pas étranger pour moi qui suis toujours dans une analyse prospective et moi qui combat ce régime, combat M. Sassou Nguesso en personne depuis plus de 20 ans, parce que j'ai toujours pensé que ce monsieur, c'est une véritable calamité pour notre pays. Alors, pour vous, le nombre de l'opposition, la diaspora peut être un contre-pouvoir. Alors, question, c'est la dernière, je vous promets. On a entendu sur les réseaux sociaux, après l'accord du Rwanda, aussi bizarrement que ça paraisse, les Congolais ont quand même, quelque part, eu cette forme d'union nationale et de fierté qui les a énervés. Et il y a ce qu'on appelle le nzoïsme qui appelle à une unité nationale des Congolais de l'étranger. Et là, vous, en tant que représentant de l'opposition IDC FROCAD 6G3M, vous répondez comment? Écoutez, le nzoïsme, il a une approche, une lecture des situations. J'ai été même indexé dans son texte que je ne qualifierais pas. Bon, je pense qu'il se force, son approche est pour moi viciée. Pensez un seul instant que l'unité peut être la méthodologie la meilleure pour comment dirais-je, faire converger un certain nombre de lectures, d'orientations et autres. Non, c'est pas ça l'unité. Il faut parler plutôt de synergie. Si les Congolais sont divisés, de la diaspora, divisés, c'est pas le mot, s'ils ont des divergences, parce que moi je pense, la chose que je peux reprocher à cette diaspora, c'est qu'il y a une confusion des gens, M. Ebelebe. Il y a des gens qui sont des activistes qui pensent être des politiques. Il y a des gens qui sont des citoyens engagés qui pensent être des... Donc, il y a un mélange des genres. Société, il y a un mélange des genres. Lorsqu'il y a un mélange des genres, généralement, on se confond à tout et en tout. Parce que, et surtout, il y a aussi cet art des réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait 5000 vues, il pense qu'il est devenu un grand leader, qui peut comme ça faire... Non, sans prétention aucune.
je pense que chacun de nous, dans une sphère bien définie, a des compétences. Et lorsque on parle politique, laissez, entre guillemets, la haute politique, hein, pas la politique classique, on s'insulte et tout. Laissez de fois certains prendre le devant lorsqu'on parle société civile, lorsqu'on parle panafricanisme et autres. Mais on a tout mélangé. Et à cela, il faut ajouter les frustrations. Sinon, les difficultés. Sinon, l'impatience de certains à faire chuter ce régime. Et beaucoup se sont repliés dans un espèce de repli identitaire. Parce qu'ils estiment que, bon, c'est les mouchis, ça se résume comme ça. Moi-même, j'ai été taxé de tous les noms. Des mouchis qui ont pris en otage le pays, il faut diviser le pays. Cette fameuse thèse du Congo du Sud et du Congo du Nord. Ça, c'est l'incapacité des gens à traiter les phénomènes politiques et à tracer les perspectives, à tracer les grandes orientations. Donc, cette frustration, cette incapacité à faire chuter un régime, donc, première chose, c'est ce que j'ai dit, mélange des gens. Deuxième chose, l'incapacité à faire chuter un régime. Et troisième chose, je dirais beaucoup plus aussi le manque d'humilité. Moi, si j'estime que dans tel domaine, je ne suis pas compétent, ça me dérange pas de laisser une troisième personne, une personne tierce, d'être devant moi pour mener le combat. Et on manque cette humilité-là. Et en cela, c'est ça qui fait en sorte qu'on pense que, ouais, non, on n'a pas besoin d'unité, il faut créer des synergies. Mais je profite de votre antenne pour dire que début mois juillet, sinon mi-juillet, parce que modestement, j'ai été sollicité par un certain nombre d'acteurs de la société civile, d'acteurs politiques, des jeunes comme des moins jeunes, qui m'ont demandé, par rapport à ma légitimité, sans prétention aucune, que je pouvais, comme ça, faire en sorte que un certain nombre d'acteurs politiques de la société civile, sinon des citoyens, se retrouvent pour qu'on regarde un peu comment créer cette synergie. Et donc, votre question vient à propos, en tout cas. On y réfléchit. Et mi-juillet au plus tard, nous allons organiser un grand rassemblement qui va associer un peu tous ces leaders-là, l'enjoyisme et autres, pour regarder comment nous allons évoluer. Pourquoi? Et ça, je termine aussi. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. On le dit souvent, on me dit, ah ouais, vous exagérez. Non. J'ai dit, depuis 2021, j'ai tiré l'attention, j'ai dit, attention, Togozaga Mboka. Je disais aux gens, le Soudan du Sud, aujourd'hui, le Soudan, il y a le Soudan du Sud, Soudan. La Somalie, vous voyez, la Yougoslavie, aujourd'hui, c'est Serbie. Donc, demain, le Congo, on peut Togozaga Mboka, on peut perdre notre pays. Parce que si vous faites rentrer des loups tous les jours, ben, nous avons des puissances régionales. Hein. Vous êtes en train de faire rentrer l'Ouganda, le Rwanda, mais vous pensez que l'Angola va rester à vous regarder, en train de faire rentrer des loups qui peuvent menacer leur souveraineté, leur intégrité nationale? Vous pensez que la RDC, là, qui est en train de s'organiser, là, va rester? Et bien entendu, on peut transposer comme ça des guerres chez nous. On a à peine 300, on a à peine 5 millions, monsieur Ebelebe. Et je terminerai en disant 342 000 km², 5 millions d'habitants. Donc, on peut être annexé, ce qu'on appelle souvent le Congo utile. On peut vous annexer Point Noir, on annexe la cuvette ouest et puis dire allez, cassez-vous. Et vous n'existez plus. Voilà la responsabilité historique qu'est en train de prendre M. Sassou Nguesso et M. Christophe Sassou Nguesso à Guadeloupe. Mais je peux vous dire, et je leur dis, les yeux dans les yeux, qu'ils nous ont en face. Ça ne va pas se passer comme ils croient. Voilà mon gars. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour vos analyses, pour comment je peux dire, toute l'expertise que vous avez pu tout le long de cette interview apporter. Vous êtes le futur, je vais dire, Mélenchon du Congo? Si le futur Mélenchon, regardez ça dans le sens l'homme qui pense qu'il y a un autre monde est possible,
l'homme qui est dans cette capacité d'analyse du futur, oui, je suis dans ce registre-là. Et je suis dans le registre du courage et des convictions de Mélenchon, oui. Parce que le Mélenchon que j'ai connu à la gauche socialiste quand je suis arrivé dans ce pays, et je suis fier aujourd'hui qu'il n'a pas trahi cet idéal. Et je n'ai jamais trahi l'idéal du Congo que nous a enseigné le président Fulbert Yulu, Massamba Deba, Marien Gwabi, Yombi Opango, Sassou 1, pas le Sassou d'aujourd'hui, Pascal Lissouba. Donc, je suis un peu dans cette traçabilité et, croyez-moi, vous l'avez dit aussi bien, et je me propose un jour, avec tout ce que j'ai emmagasiné comme expertise, expérience, courage, frustration aussi, je me propose un jour, effectivement, de conduire les destinées de ce pays-là. Et je ne m'en cache plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est franc, c'est honnête, ça le mérite d'être dit. Monsieur Safimba, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Vous revenez quand vous voulez sur Bakambi TV. Ça sera avec un plaisir de vous recevoir. Ça a été un honneur et surtout, merci de votre expertise aussi parce que votre capacité de relance nous permet de sortir de ce que nous avons dans notre très fond. Je sais pas si on ça prouve qu'au Congo, nous avons des gens capables et compétents. À très bientôt, monsieur Mafimba. Merci. Merci à vous.